États-Unis maintenant et je suis professeur à Illinois State University. Et qu'est-ce qui vous a motivé à choisir les États-Unis pour vos études? Et pourquoi seulement l'université de State University Illinois? Ok, bon, ça commence depuis en 2014, en 2013, quand j'étais à l'université du Ghana, et c'est encore voyant. Et donc j'ai essayé et là j'ai eu l'admission et j'ai aussi eu le graduate assistantship. Et quel conseil donneriez-vous à un jeune étudiant qui est quelque part en Afrique, qui rêve de venir étudier aux États-Unis ou bien à l'étranger en général, avec votre expérience? Ok, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Mon premier conseil, c'est de ne pas écouter ce que les gens disent. Pour tous les téléspectateurs RSI sans frontières, aujourd'hui j'ai le privilège d'avoir Madame Amanda. Vous appelez Madame ou Mademoiselle? Mademoiselle. Mademoiselle. Je suis avec Mademoiselle Amanda. Donc c'est un réel plaisir et je vous remercie déjà de votre temps. Il y a nos téléspectateurs qui nous regardent. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter qui vous êtes? Ok, je m'appelle Amanda T. Donc, bien, c'est T Amanda Christelle, c'est tout mon nom qui est là. Je suis ghanéenne, mais pour ceux qui démontreront pourquoi est-ce que je parle français, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, donc j'ai passé mes premières années scolaires du primaire au secondaire en Côte d'Ivoire et après je suis retournée au Ghana. Aux États-Unis maintenant et je suis professeur à Illinois State University. J'étais grad student avant, j'ai fini juste cette année, non, l'année passée, oui, et maintenant j'enseigne l'espagnol dans le département de langue ici à Illinois State University. Tu hablo español un poquito. Tu hablo español muy bien. Sí. Ok. Ça c'est très bien, c'est une très belle expérience aussi côté culture. Donc vous avez deux cultures, je pense maintenant vous avez la troisième culture. Quelque la chose culture ivoirienne, ghanéenne et aussi américaine. Oui. Ça c'est très très important. Vraiment félicité. Merci. Et sinon le parcours de professeur, ça se passe très bien? Oui, ça vient juste de commencer. C'est plus, je me dis que c'est la même chose parce que j'ai enseigné pendant 9 ans, plus de 9 ans au Ghana avant de venir ici. Et ici, j'ai enseigné aussi en tant que grad student pendant 3 ans dans le département avant d'être maintenant professeur. Donc je me dis que c'est la même chose, il n'y a pas vraiment de différence. Et qu'est-ce qui vous a motivé à choisir les États-Unis pour vos études? Et pourquoi seulement l'université de State University Illinois? Ok, bon, ça commence depuis en 2014, en 2013, quand j'étais à l'université du Ghana pour ma licence. Mon cousin qui est alumni de ASU m'a demandé si j'étais intéressée. Pas vraiment demandé, il m'a dit de faire une application pour l'université. Puisque en ce temps-là, ils avaient un programme. J'ai fait ma licence en français et espagnol. Donc il y avait un programme ici à l'université qui était aussi maîtrise en français et en espagnol. Donc il m'a montré ça, il m'a dit ça serait quelque chose de bien pour moi. Donc il m'a demandé de le faire. Bon, je me suis inscrite, j'ai eu l'admission, mais j'ai pas pu avoir le visa. Et donc c'était en 2014 et après, je me suis dit c'était pas pour moi, donc j'ai pas pensé à ça.
et j'ai commencé à enseigner. Donc j'ai eu l'admission, mais j'ai pas eu le visa. Et donc après ça, je me suis dit que c'était pas pour moi. Les États-Unis n'étaient pas pour moi bien. Et donc j'ai décidé de commencer à travailler. Donc j'ai commencé à enseigner au Ghana pendant au moins 7 ans. Et c'est en 2021 que mon cousin m'a dit, mais tu veux plus... Qu'est-ce qui se passe? On sait que tu as passé l'admission. Essaie encore, voyons. Et donc j'ai essayé et là j'ai eu l'admission et j'ai aussi eu le graduate assistantship pour enseigner l'espagnol à l'université. Et voilà, c'est là que je suis venue. Okay. Est-ce que vous pouvez nous partager une anecdote marquante de votre parcours ici à l'université de Illinois? Une anecdote. Si vous en avez, bien sûr. Well, je pense qu'il y en a beaucoup. Quand je suis arrivée à l'université, j'étais la seule africaine, mais la seule ghanéenne dans mon département. Okay. Et donc, personne, en fait, la seule personne avec qui j'avais parlé pour comment on dit ça, pour l'inscription, c'était l'une des coordinatrices dans le département. Donc, personne ne savait vraiment que je pouvais parler l'espagnol. Et donc, on a eu un cours d'espagnol. On avait des cours d'espagnol et dans une des classes, j'ai commencé à poser des questions. Parce que j'aime poser des questions. Si je ne comprends pas, je pose des questions. Et au fur et à mesure que je posais la question, c'est comme si j'étais la seule personne à poser des questions. Ce qui est quelque chose que je pense que c'est quelque chose de plus africain, ou bien parce qu'on pose des questions qu'on ne comprend pas, n'est-ce pas? Et c'était un peu différent. La différence entre être dans une classe où je suis la seule noire, seule africaine, seule tout, et poser des questions, je me sentais un peu hors de place, n'est-ce pas? Mais après avoir posé toutes ces questions et tout, quand j'ai fini, le professeur m'appelle et me dit, c'est la première fois qu'il a une étudiante qui pose des questions, mais pas des questions bêtes. En fait, ce sont des questions qui sont très utiles. Et je faisais ça dans toutes les classes. Donc, ça fait que dans le second semestre, quand on est arrivé et qu'on a demandé, le professeur a demandé, introduisez-vous. Tout le monde s'est introduit et j'arrive, je dis, ah, je suis Amanda. Il me dit, ah, you are the one who asks a lot of questions. Et puis, j'ai dit oui, il ne faut pas qu'il soit étonné que je pose beaucoup de questions dans sa classe. Et c'est comme ça que tout le monde m'a connue. Tous les professeurs, à chaque fois qu'ils me voient dans leur classe, ils savent qu'elle sera là pour poser des questions. C'est comme ça que ça... Oui, donc tout le monde me connaît dans le département maintenant. Mais j'ai une question aussi par rapport comment dirais-je, à la façon dont vous avez été enseigné, disons, en Côte d'Ivoire et au Ghana, et aussi aux États-Unis, votre expérience. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence? Ça veut dire une façon d'enseigner, un choc de culture. Choc de culture, quelque chose comme ça. Je dirais que la différence, peut-être dans l'enseignement, bien avec les professeurs, ça veut dire la façon dont les classes sont... Oui, je peux dire en général. En général. Le système éducatif. Le système éducatif. Bon, je me dis qu'en Côte d'Ivoire, c'est différent. Le système d'enseignement, même en Côte d'Ivoire, est différent de celui du Ghana, n'est-ce pas? Et maintenant, arrivé ici, c'est que ici, les professeurs se mettent plus à la portée des étudiants. Ça veut dire qu'ils se mettent à disposition des étudiants. Ils sont toujours disponibles, ils ont les heures. Et quand il y a beaucoup de professeurs, pas tous en tout cas, mais la plupart des professeurs sont prêts à vous aider dans tout. Ce qui est un peu différent en
En Afrique, pas vraiment, je dirais pas en général parce que je suis pas partie, j'ai pas été dans toutes les écoles en Afrique, Moi, mais je viens du Congo, donc. oui, ben, on pourra comparer ça avec ça, mais je me dis, mon expérience universitaire au Ghana, c'était pas aussi possible d'être. Je me dis qu'ici, les professeurs sont plus amicaux. Oui, et c'est Ils quelque sont chose. ouverts. Ils sont ouverts et le genre de discussion qu'on peut avoir en classe, je suis pas sûre que j'ai eu vraiment ce genre de truc-là quand j'étais au Ghana. Non. Et même dans les écoles primaires en Côte d'Ivoire, c'est pas. Les enseignants sont les enseignants, les élèves sont les élèves. Ici, c'est un peu différent. C'est un peu séparé, quoi. Oui. Et quels ont été les plus grands obstacles que vous avez surmontés depuis votre arrivée aux États-Unis? Est-ce qu'il y en a eu? En tant qu'obstacle, je me dis que moi, j'étais un peu bénie, si je veux le dire. J'ai pas vraiment eu beaucoup d'obstacles à surmonter. C'est que à chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a toujours une solution. Et j'essaie aussi de trouver des solutions pour tout problème qui m'arrive. Donc, c'est que c'est pas quelque chose auquel je pense vraiment. Mais si je dirais peut-être que un des obstacles que j'ai eu à surmonter, c'est d'être ici sans mon fils. C'était difficile. C'était très difficile d'être ici sans mon fils. Je suis arrivée ici en 2021 et mon fils avait 2 ans quand je l'ai laissé au Ghana. Et on parlait, on discutait, on faisait les vidéos et tout. C'était tellement difficile parce que chaque fois il appelle, il dit maman, quand est-ce que tu reviens et tout. Et oui, mais à part ça, je me dis que je me suis débrouillée. C'était pas assez mal. Il y a parce que aussi, si je peux rappeler, notre chaîne, ça s'appelle Réussir sans frontières. Donc, c'est aussi une chaîne qui est dédiée à la motivation aussi. Donc, on peut réussir peu importe où vous êtes. Donc, c'est un peu l'idée qui est derrière la chaîne. Donc, voilà. Donc, il faut être optimiste, il faut toujours être positif. Je pense le même esprit que vous partagez aussi. Donc, ça, c'est très bien. Et comment avez-vous géré les différences culturelles, académiques? Parce que quand on vient en Afrique, c'est pas la même chose. Quand on atterrit déjà à l'aéroport, donc oui. un choc culturel. Bon, pour moi, c'était pas vraiment dans lui. Puisque au Ghana, j'enseignais dans une école internationale. Donc, j'avais plus d'expérience avec les étudiants, des élèves qui étaient de différents pays et tout. Donc, comment communiquer avec eux n'était pas difficile, c'était pas très difficile. Et aussi, on avait l'opportunité de voyager avec les élèves pendant les vacances pour aller faire on faisait des voyages d'immersion en Espagne et en France. Donc, ça fait que j'ai pas vraiment eu. Vous avez déjà eu l'expérience. Oui, j'ai déjà eu cette expérience-là de rencontrer des gens, communiquer, même si c'est pas des Américains, mais c'est aussi des gens qui étaient à l'extérieur. Donc, ça n'a pas vraiment. Il n'y avait pas vraiment de différence. Quand je suis arrivée, pour moi, c'était normal. Ouais, je me suis dit, oui, c'était normal. C'était pas. En plus, puisque j'ai pas grandi dans un seul pays, donc j'ai le luxe d'avoir eu différentes cultures, être dans différents pays. Donc, c'est facile, je me dis, c'est facile pour moi de pouvoir s'intégrer rapidement. Voilà, m'intégrer et tout. Et quelles sont vos plus grandes fiertés depuis que vous êtes ici? Quelque chose que vous avez accompli. Votre fils est là. Oh oui. Vous avez fini les études. Oui. Une partie. Non, en fait, ma plus grande fierté, je dirais, c'est avoir mon fils ici. Parce que 3 ans sans lui, c'était difficile. C'est très difficile. Il avait déjà 5 ans quand il est arrivé ici. Et le fait de pouvoir être capable de l'avoir ici, c'est un de mes plus grands accomplissements. Ça, je le dirais. Mais aussi, le fait que
j'ai pu faire 2 maîtrises parce que j'ai fait 2 maîtrises, pas seulement une maîtrise, mais j'ai fait 2 maîtrises et être capable de finir avec ces 2 maîtrises-là, c'était pas facile en fait. Et dans quel domaine vous avez l'espagnol? L'espagnol et puis l'éducation. L'éducation. L'enseignement et l'apprentissage, oui. Donc, oui. Mais je dirais, mon plus grand accomplissement, ça va mon fils ici. Maintenant, je prie que je pourrais rester ici avec lui. C'est ça. Faut travailler sur ça. Oui. Ça va aller. On se débrouille. Et un projet ou une réussite que vous aimeriez partager avec les téléspectateurs? Pour le moment, non, pas vraiment. J'ai vraiment. Quel conseil donneriez-vous à un jeune étudiant qui est quelque part en Afrique, qui rêve de venir étudier aux États-Unis ou bien à l'étranger en général, avec votre expérience? Ok, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Mon premier conseil, c'est de ne pas écouter ce que les gens disent. Quand je dis cela, c'est que beaucoup de gens ont voyagé et les temps ont changé. Il y a des gens qui diront, oh oui, quand j'ai voyagé, j'ai eu du travail, j'ai travaillé et tout. Mais il faut savoir comment on dit, se situer dans les temps. Maintenant, c'est pas comme avant. Où on dit, oh oui, tu es aux États-Unis, quand tu arrives aux États-Unis, tout ira bien, tu auras du boulot et tout. C'est pas vrai. Ça, c'est quelque chose que je dirais aux gens, non. Il faut avoir un plan. Quand vous voulez, même pas aux États-Unis, mais quand vous voulez voyager, vous voulez aller continuer vos études, quoi que ce soit, il faut avoir un plan. Moi, je suis arrivée ici quand j'étais déjà dans ma trentaine. J'avais déjà, comment dire, fini l'université. J'ai eu à travailler au moins 7 ans. Donc, je savais où j'allais. J'avais déjà une structure dans ma vie avant de venir ici. Donc, au moins, c'était facile pour moi de pouvoir mettre en place des idées. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir me faire des sous extra ou quoi que ce soit, pour pouvoir être à l'aise, même si c'est pas aussi facile que ça. Mais quand on finit juste l'université, qu'on on veut voyager, il faut avoir un plan. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire, planifier bien, comme ça, quand on arrive dans le pays où on veut aller, les choses ne sont pas difficiles. Il faut aussi se renseigner. Ça veut dire, c'est pas seulement écouter ce que les gens disent, mais il faut lire, il faut apprendre, il faut lire, il faut faire des recherches, il faut vraiment faire des recherches. Ça dépend du pays où vous allez, mais il faut faire des recherches dans l'éducation, dans le système d'immigration et tout, pour que, après que vous finissiez avec les études, si vous avez d'autres plans, des plans futurs, que vous puissiez savoir comment le faire. Moi, je suis arrivée sans vraiment faire cela et j'ai appris ça d'une manière très difficile. Mais maintenant, je sais où je suis et tout, parce que c'était pas aussi difficile pour moi de rechercher. C'était pas aussi difficile pour moi de poser des questions. Ce que j'ai fait. Il faut poser des questions. Il faut savoir à qui poser ces questions-là aussi. Et il faut être capable de poser des questions. Ça veut dire ne pas se taire et regarder, mais poser des questions. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important aussi. Donc, c'est ça. Ça, c'est très important à souligner. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup qui ne font pas trop de recherches. Je pense que les recherches sont très importantes parce que, surtout dans l'immigration, et savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on est supposé faire. Quand je suis arrivée, j'ai commencé à poser des questions. J'ai commencé à même poser des questions avant d'arriver ici au coordinateur du département, au service aux services internationaux. C'est-à-dire, il y a des groupes, non pas des groupes, mais un département qui est en charge des étudiants internationaux et tout. Et ils ont toutes les questions. Donc,
c'est mieux de leur poser ces questions. Souvent, oui, on peut lire. Moi, je lis, mais si je ne comprends pas, moi, je pose, j'appelle, je pose des questions. Et je pose toutes les questions que je leur pose. Comme ça, je ne serai pas perdue. Et donc, ce genre de, comment dire, d'avenue là sont là. Il faut prendre avantage de cela. Et ça c'est quelque chose que je prends vraiment au sérieux. Poser des questions, j'aime ça. Se renseigner et être sûr. Parce que quand on vient ici, on est seul, on n'a personne. Et donc, il faut savoir se renseigner. Si on ne sait pas se renseigner, on se perd. Oui, et c'est... Moi, quand je suis arrivée, j'avais personne. Mais au fur et à mesure, j'ai pu apprendre et tout. Donc, quand il y avait des nouvelles personnes qui venaient, j'essayais de les mettre sur le propre chemin. J'essaie de ne pas faire des choses qui sont hors de loi, mais j'essaie de les guider sur ce que moi j'ai appris. J'ai appris seul, j'essaie de les guider, fais ceci, fais cela. Il y a d'autres personnes qui ont plus d'informations que moi. Donc je laisse, ok, moi j'ai pas toutes ces informations parce que moi quand je suis venue, j'ai eu full assistantship, j'ai eu ça. Donc au lieu d'avoir 10 heures, j'ai eu 20 heures complètes pour le travail à l'université. Donc j'ai pas eu à aller chercher d'autres boulots ici et là pour pouvoir ajouter sur nom. Mais il y a des gens qui ont eu à le faire. Donc quand je rencontre des gens, bien les gens viennent vers moi me poser ce genre de questions, je leur dis, pour moi c'était assez facile. J'enseigne espagnol jusqu'à maintenant, j'ai enseigné. J'ai même fini avec mon département d'espagnol, mais parce que j'enseigne toujours l'espagnol, donc ils m'ont donné, j'ai toujours gardé cet assistantship là dans le département. Donc même quand j'étais dans le département d'éducation, j'enseignais toujours l'espagnol. Ça c'était quelque chose qui était, je dirais, une chance pour moi, mais c'est pas la même chose pour d'autres personnes. Ça veut dire que peut-être que ce semestre, ils ont eu ces 20 heures-là. Le semestre prochain, dans leur département, on dira, parce qu'il y a de nouveaux étudiants qui viennent, donc on vous donne 10 heures et tout. Donc, je n'ai pas vraiment eu à voir ces difficultés-là. Donc, j'essaie de les guider vers ces personnes-là qui ont ces difficultés-là, qui pourront les aider, leur expliquer, oh, quand je suis venue, j'ai travaillé au dining hall pour ajouter. Et donc, j'essaie de leur parler, j'essaie de les guider vers ces personnes-là. Et j'essaie d'aider au plus que je peux à aider. Mais c'est pas facile. Donc, oui, c'est ça. Et comment vous gérez votre temps, le time management? Ça peut être de maman, de votre fils, le travail, les études. Okay. Comment vous avez pu gérer? Bon, puisque quand je suis arrivée, j'ai commencé à étudier. Il est venu ma dernière année, ça y est, dans mon dernier semestre. Donc, ce dernier semestre, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Et donc, c'était pas aussi difficile de l'avoir. Il est venu en vacances, dans les vacances d'été en mai 2024. Donc, c'était juste mon dernier semestre. Et j'avais seulement une classe à prendre. Et puis, j'enseignais le matin à 9h. Donc, il va à l'école. Il a commencé, dès qu'il est venu, il a commencé les cours. Il a commencé à aller à l'école en août. Quand on est rentré, il est aussi rentré au kindergarten. Donc, pendant qu'il va à l'école, moi, il va à l'école, il finit à 14h. Donc, dès que je finis, je fais tout ce que je dois faire. À 14h, je vais le chercher. On va à la maison. J'avais seulement une seule classe dans la soirée, puisque à la maison, on est 4. Donc, il reste et il s'occupe de lui. Donc, j'ai seulement ces 3 heures de cours que j'ai. Et après, toute la semaine, on est ensemble. Donc, c'était pas aussi difficile que ça parce que c'était dans mon dernier semestre. Après, bon, maintenant, j'ai commencé à enseigner et c'est la même chose. J'enseigne le matin, du matin à 9h, je finis à 14h. Et il finit à 14h30. Je vais le chercher, on revient à la maison. Et c'est ça. Pour le moment, ça va. Mais je ne sais pas si les choses vont changer. Et on verra quand ça changera, on verra comment on fera. Mais pour le moment, ça va. Ça va aller. Oui, ça va.
Donc, je pense qu'on a atterri déjà vers la fin. Euh, Si c'était à refaire, est-ce que vous allez refaire la même chose ou par exemple à Refaire. refaire, venir aux études, continuer vos études ici? Est-ce que vous allez prendre la même Si. décision ou bien il y a des choses que vous allez peut-être réfléchir, il fallait que peut-être ça, non? Fou. Je dois bien réfléchir à cette question. Si c'était à refaire, Vous allez peut-être venir avec votre fils directement? non. Non? Non. Si je me dis que si. Pas pour dire que je suis pas contente d'avoir mon fils, mais en fait en 2018, j'étais supposée venir et je suis tombée enceinte. Okay. Donc si c'était à refaire, je dirais que peut-être que j'aurais essayé de ne pas tomber enceinte. Comme ça, j'aurais pas à avoir. C'est un peu difficile en tant que mère. Donc, que ça va retarder un peu les démarches? Oui. C'est juste que j'ai arrêté tout. Et puis j'ai commencé en 2021. Mais je me dis que c'est pas facile d'avoir un enfant et d'être seul dans un pays où on n'a pas de famille. C'est très difficile. Mais si c'était à refaire, je pense que j'allais toujours faire la même chose. J'allais faire le même choix, venir avant. Parce que si j'étais venue avec lui, je ne sais pas comment ça allait se passer. Je suis contente que je suis venue avant et j'ai pu voir tout. Parce qu'il est venu à 5 ans. 5 ans directement, il est allé à l'école. Donc, je n'ai pas eu à chercher quelqu'un pour s'occuper de lui et tout. Donc, je me dis, moi, si c'était à refaire, j'allais refaire la même chose. Avec lui, oui, j'allais refaire la même chose. Et comment vous voyez votre avenir aux États-Unis? Pour le moment, je vis au jour le jour. Mais pour moi, je me dis si je trouve une opportunité, un bon boulot en Côte d'Ivoire ou au Ghana, j'y retourne. Ça veut dire tout de suite, j'y retourne. Parce que c'est pas facile de vivre en tant qu'une personne de famille comme moi, parce que je suis d'une grande famille et c'est difficile d'être seule. Quand on a beaucoup de sœurs, beaucoup de frères à la maison avec qui on est toujours ensemble et tout, c'est difficile d'être seule. Et aussi mon fils, pour qu'il puisse avoir cette racine. Voilà. Comment dire, je dirais Fondation. cette base Ouais. à la maison avec la famille. Et puis après, maintenant, son anglais a changé. Il ne parle plus comme il parle avant. En plus, il ne parle pas le français. Et c'est aussi quelque chose qui me fait un peu mal. Parce que si au moins on était toujours là, au fur et à mesure qu'il rencontrait ses cousins de Côte d'Ivoire et tout, il pourra prendre le français, mais il n'a pas. Ça c'est un peu. Mais. Et il peut toujours trouver les orienter aussi en même temps. Il y a les deux oui, on essaie, on le fait, mais c'est juste que j'ai pas le temps. C'est ça le problème. Si j'ai le temps, j'essaie au fur et à mesure de le guider, lui parler en français, une fois en passant, mais c'est pas aussi facile que ça. Donc je me dis, le futur aux États-Unis, je sais. Je pourrais pas vraiment dire. J'ai commencé en tant qu'enseignante, je suis dans mon OPT et c'est seulement une année. Donc après ça, je dois réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Je me dis que je veux aussi faire mon doctorat. Et donc c'est sur ça que je réfléchis maintenant. Mais ouais. Et si je mets tout dans la main de Dieu en tout cas, parce que si Dieu le veut, peut-être que je serai toujours ici. Mais sinon, peut-être que je vais retourner, je sais pas. Je ne pourrais pas dire oui, je sais pas. C'est très très. Bon, on vous souhaite bonne chance pour les restes. Merci.
avec le petit temps qu'on a passé, vous êtes déjà quelqu'un de très enthousiaste, quelqu'un de très déterminé. J'essaie, C'est très important. j'essaie. Bon, merci beaucoup pour votre temps, votre disponibilité. Merci. Et merci aussi aux téléspectateurs pour le temps. On se dit à bientôt. Merci.